On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Hey Luc, au moment où on enregistrait l'épisode d'hier, on s'est raté de quoi? Comme 2 minutes à peu près? 3 minutes après qu'on ait fini de se jaser ensemble, puis alors qu'on parlait justement de qui allait être le colistier de Kamala Harris. Ouais. Mais Colibine, elle l'a choisi comme 2-3 minutes après. Elle a dû nous écouter, elle a dû t'écouter, Luc, puis dire « Ouais, Tim Walz, c'est le choix idéal. » Écoute, c'était vraiment comme synchronisme hier. On l'a vraiment raté. Madame Harris, écoute, elle n'a pas dû recevoir notre mémo. Pourtant, on est synchronisé avec la campagne, tout le monde le sait. Donc, effectivement, c'est un choix qui a, semble-t-il, rassuré les républicains. Je suis pas certain, si je suis un républicain, que la nomination, le choix de Tim Walz, ce soit aussi rassurant que ce qu'ils souhaitent. Passer comme message pour les électeurs américains ou pour les chroniqueurs. C'est un choix qui est à la fois étonnant parce que ça a été une progression au plan national. C'est une progression qui a l'air excessivement rapide pour Tim Walz. Donc, c'est quelqu'un qu'on va devoir présenter à l'ensemble des Américains. Je ne sais pas si chez nous, même ceux qui s'intéressent à la politique américaine depuis un moment, connaissaient Tim Walz avant il y a 2 semaines, 3 semaines. Si vous vous intéressez aux relations économiques entre les États-Unis et le Canada, parce qu'il est dans un État qui partage une frontière avec le Canada, peut-être aviez-vous entendu parler du gouverneur du Minnesota. Mais donc, comment expliquer cette progression-là qui a été fulgurante, serait à peine un qualificatif qui est exagéré. C'est intéressant. Il y a une partie tout de suite, disons-le, il y a une partie risque à la nomination de Walz, surtout si on a entendu hier le rassemblement à Philadelphie. Celui qui était chargé de chauffer la salle et de présenter le nouveau duo à la présidence, Kamala Harris et Tim Walz, c'est Josh Shapiro. Et ceux qui ont entendu M. Shapiro hier se sont peut-être dit comment ça se fait que c'est pas lui qui a été choisi? Ouais. Pourquoi c'est pas l'homme qui va apparaître comme candidat à la vice-présidence? La part de risque, c'est que Kamala Harris a misé sur autre chose que le seul gain de la Pennsylvanie. M. Shapiro, il est populaire en Pennsylvanie. C'est un bon stratège. C'est un homme éloquent. On l'a entendu hier. Moi, j'ai lu un peu partout. Il nous rappelait Obama. Il n'y aura pas d'Obama 2, mais Shapiro, dans une imitation ou un style similaire à celui d'Obama, a été très fort. Mais le risque, donc, c'est de dire, pour les démocrates, on a absolument besoin de ces 19 grands électeurs que rapporte la Pennsylvanie quand on y gagne. On pense qu'on est capable d'y parvenir sans Shapiro. Pour M. Shapiro, qui avait l'air hier vraiment investi de sa mission, pourtant, il était peut-être déçu. On peut présumer du fait que quand on se rencontre pour un poste comme celui de vice-président, on apprend à connaître la candidate. Ils se connaissaient déjà un peu de par leur fonction précédente, mais il n'est pas impossible qu'on ait négocié autre chose aussi. Entre autres, Josh Shapiro va être à la Convention démocrate. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une des façons de vous faire connaître au plan national. Shapiro était déjà plus connu que Walz, mais maintenant on le met vraiment en vedette, on le met en lumière, et qui sait, il se retrouvera peut-être dans une prochaine administration Harris. C'est le genre de choses dont on peut discuter. Oui, absolument. Voilà, ouais, absolument. Ouais. Administration ou encore, on le dit souvent pour des candidatures comme celle-là ou encore pour les autres représentants démocrates de la Californie et ailleurs. Et Gretchen Whitmer, par exemple, tu veux pas gâcher ta chance non plus à la présidentielle éventuellement, parce qu'il va y en avoir d'autres des élections aux États-Unis, et tu veux pas nécessairement gâcher toutes tes munitions tout de suite. Mais parlons-en peut-être de Tim Walz lui-même. Oui, voilà. Là. C'est un homme de 60 ans, on est dans le Midwest américain, il fait très bon père de famille, puis moi je vais te le dire, Luc, la première affaire qui vient me chercher chez cet homme-là, c'est on dirait qu'on a enfin comme un chien d'attaque, un bulldog un peu plus efficace que Kamala Harris peut-être sur des attaques plus direct,
plus vicieuse, même, je vais le dire comme ça. C'est plus chien. Il joue plus cochon. Il joue cochon d'un coin, on dirait au hockey, là, mais avec le sourire, le grand sourire d'en face tout le temps, puis en riant. Je pense que j'aime ça, moi, à une époque où les républicains jouent pas vraiment très loyalement souvent, puis ni très... Ça joue pas straight, puis lui, ben, il joue pas straight non plus. Écoute, il a pas à travailler très fort pour vendre une vision du Parti démocrate qui lui colle à la peau. C'est monsieur et madame tout le monde, Tim Walz. Hier, on l'a présenté, on a de plus en plus d'articles qui reviennent sur sa vie, sa progression, son cheminement. Il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître dans Tim Walz. C'est quelqu'un qui vient du Nebraska, c'est quelqu'un qui vient de villes qui sont tout sauf des grands centres urbains. C'est quelqu'un qui a été élevé avec des valeurs qui sont très, très traditionnelles. C'est quelqu'un qui vend un sens de la communauté. Puis quand on regarde le parcours, c'est un prof d'école secondaire, c'est un prof de high school qui a entraîné l'équipe de football. Donc, quand il n'a pas perdu cet aspect-là, il a cheminé depuis, il a vécu plein d'autres choses. Comme gouverneur, on est dans un poste de gouvernance qui est très important. Il est resté très simple, très familier, très direct dans son approche. On l'a vu dans ses attaques, puis on le voit aussi un peu dans son sens de l'humour. Il faut pas se laisser... Moi, un des commentaires que j'ai entendu ou que je lis sur les réseaux sociaux, c'est « On est allé chercher un bon père de famille hein, ou un homme tranquille. Méfiez-vous de cette apparence-là. Il est rusé, Walz, il est futé. » Avant de poursuivre, écoutons un extrait qui illustre ce que tu disais, Adza. Il y a un peu plus de mordant, il y a un peu plus de chien, mais il le fait avec humour, puis je suis en train de dire, dans un style qui peut rejoindre plein de monde. Il n'a pas l'air de quelqu'un issu de l'élite. Il n'est pas venu exposer une des dernières grandes théories à la mode. Donc, écoutons-le un petit peu, puis revenons ensuite là-dessus. And I gotta tell you, I can't wait to debate the guy. That is, if he's willing to get off the couch and show up. So... Exactement. J'ai hâte de débattre cet homme-là, parlant de J.D. Vance, mais surtout, dit s'il ose se lever de son divan. Et là, on a un lien direct avec la fausse nouvelle. Là. C'est une fausse nouvelle, mais comme quoi J.D. Vance aurait eu des contacts sexuels avec un fauteuil, un sofa. Il y a de quoi d'un peu abracadabra. Mais sans répéter la désinformation elle-même, il fait un clin d'œil en riant. C'est un coup de cochon. Mais est-ce que c'est de la désinformation? Pas vraiment non plus. C'est habile. Et visiblement, les gens ont tous vu ces extraits-là de désinformation. C'était devenu viral. Alors, il exploite un phénomène populaire. Tout juste avant, j'aimais bien aussi l'attaque qu'il a portée contre J.D. Vance en disant, écoutez, ce gars-là, il se présente comme champion du centre de l'Amérique, from the heartland. Et juste avant, il dit, bien sûr, comme tous les gens du heartland, du centre du pays, ben oui, il est allé à Yale. Et oui, sa carrière a été financée, propulsée par des géants de Silicon Valley. Tout le monde fait ça. Comme moi, finalement. Et c'est tout à l'opposé. Donc, il dit déjà, ce candidat-là vous présente une fausse image. C'est pas quelqu'un qui est capable d'assumer ce qu'il prétend être. Alors que son cheminement à lui est collé exactement à ce qu'il vend, à ce qu'il propose à la population américaine. Et ensuite, il y est allé à très frondeur. I can't wait to debate the guy. C'est bring it on. Amenez-en, je suis prêt. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui est redoutable. Et je répète, Kamala Harris, parfois, peut avoir l'air un peu plus distante. Quoique là, on est arrivé à récupérer son rire ou son sens de l'humour. D'ailleurs, on a dit hier, pour bien camper la campagne, merci d'avoir amené la joie. C'est comme ça qu'il a commencé son intervention hier, M. Walz. Et quelque part, on est en train d'établir chez les démocrates une stratégie très nette. On vous vend le futur, on vous vend demain, l'avenir, et cet avenir est prometteur, puis on va avoir du plaisir à s'y rendre. Est-ce que ce sera efficace? Ça reste à voir. Mais c'est diamétralement opposé à cette vision apocalyptique des États-Unis
que vendent Donald Trump et J.D. Vance, qui misent sur l'agressivité, sur la division. Hein, on joue sur des émotions en campagne électorale. Donc, c'est un brin populiste. D'un côté, on joue sur une émotion qui est la colère. De l'autre côté, on joue sur l'espoir. Est-ce qu'on est à la hauteur de ce qu'Obama proposait en 2008 quand il y a eu cette espèce de folie? Nous n'en sommes pas là. Mais je pense que le portrait est très, très, très clair. Les deux options sont diamétralement opposées. Et je pense que ça, c'est un autre aspect qui a fait de Tim Walz le candidat préféré de Kamala Harris. Retournez, n'écoutez pas que le discours d'hier. YouTube nous offre plein de choses. Retournez en arrière et écoutez ses discours. Et c'est quelqu'un d'optimiste par nature et c'est quelqu'un qui est capable, avec le sourire, de vous dire « Embarquez dans l'autobus avec moi. Je vais vous mener à destination, puis on va prendre plaisir à vivre cette aventure-là ensemble. Mais j'ai ça à vous offrir, embarquez avec moi. » Et je pense que c'est ce qu'est allé chercher Kamala Harris. Chaque fois que les démocrates prennent une décision, moi, Luc, la première affaire que je fais, là, après avoir lu, écouté un peu d'affaires là-dessus, ben j'ouvre Truth Social, hein, un site, un réseau social que peu de gens vont fréquenter, mais sur lequel on n'a pas le choix d'aller, nous autres, quand on étudie la chose, pour aller voir ce que répond Donald Trump. Et là, je dois t'avouer, Luc, je me suis régalé hier parce qu'un des premiers statuts là, qu'a publié un Truth, excusez-moi, pardon, qu'a publié Donald Trump dessus, mais c'est un message tellement bizarre. On peut le montrer à l'écran. Il se met à faire une espèce de théorie complotiste en disant que imaginez si Joe Biden, qui est le pire président au monde, se fait là décide de revenir lors de l'investiture démocrate, me déclare en duel dans un débat et décide de reprendre son siège des mains de tous ceux qui lui ont volé. Il a vécu un coup d'État, ce Joe-là, qui vient de me débattre. Il sort, je sais pas d'où il sort, mais on dirait tellement qu'il s'ennuie de Joe Biden, ça te crève l'écran, honnêtement, Luc, mais ça me fait rire tout ça. J'adore ce que je vois. Et je te rassure, je suis solidaire, j'ai toutes mes alertes Truth Social. Et une des choses qu'on peut dire, c'est je sais pas quelle est l'équipe qui est derrière Truth Social, mais c'est toujours la dernière alerte que je reçois. Tous les autres sites de nouvelles ou toutes les autres plateformes envoient leurs alertes et Trump est toujours son site, le dernier à réagir. Et hier, j'ai eu exactement cette même pensée que tu viens de partager. Il est plus là, M. Biden, M. Trump. Là. Vous pouvez dire, mettez l'accent sur les autres, mettez l'accent sur vos nouveaux adversaires. Vous pouvez les associer à ce que vous considérez être un coup à l'intérieur du parti. Mais Joe Biden n'est plus là. Et je suis sincèrement étonné. Là. On analyse les stratégies, hein, on compare la progression, on y va le plus possible avec les faits, avec les chiffres. Donald Trump ne semble pas être encore en mesure d'attaquer Walz et Harris seuls. Donc, il y a une limite à les lier à l'administration précédente quand vous mettez surtout le focus sur l'administration précédente. Vous pouvez dire, je considérais Biden comme trop progressiste, puis on vient d'en choisir deux chez les démocrates. Ça, c'est un angle d'attaque. C'est celui que J.D. Vance est allé chercher. Mais que M. Trump soit pas encore en mesure de larguer Biden pour dire ben écoutez, j'affronte Kamala Harris, il va toujours bien falloir le faire. Ça m'a étonné comme réaction. C'était échevelé, c'était complotiste, mais ça, est-ce que Donald Trump va délaisser un style qui lui a rapporté, hein, qui l'a mené au pouvoir? C'est correct. Si ça fonctionne, il va plonger dans ça. Mais en même temps, je trouve pas ça adroit, habile. Il reste de moins en moins de temps. Il va falloir le prendre, le virage, à un moment donné. Vous affrontez Harris, M. Trump. Donc, réagissez puis adaptez vos attaques. Mais c'est comme s'il ne savait pas encore comment bien attaquer Kamala Harris pour que quelque chose colle à elle. Et je te disais tout à l'heure, les républicains, certains ont dit, je pense à Kellyanne Conway, par exemple, celle qui nous avait initié aux faits alternatifs. Hein, il avait dit que oui, il y a les faits, mais que M. Trump avait, lui, des faits alternatifs. Elle a dit, quel soulagement, on a Tim Walz. Pas sûr. Quel angle d'attaque vous avez contre Tim Walz? J'ai vu deux choses jusqu'à maintenant. Une qui est controversée et l'autre qui est pas vraie. La première, c'est que ce serait un woke. Hein? Il représente l'extrême gauche au sein du parti. Aller faire son bilan à Tim Walz à la Chambre des représentants, il peut pas être plus modéré que ça.
dans son cheminement. Est-ce que ça va marcher auprès des électeurs? On verra. Mais on est très loin de l'extrême gauche, des woke ou de ce qu'on appelait le squad, qui est en train d'être démantelé peu à peu là, au sein du Parti démocrate. Et de l'autre côté, on lui reproche sa gestion des soulèvements quand il y a eu les incidents, les émeutes, les soulèvements entourant, on peut le dire maintenant, l'assassinat de George Floyd. Donc, il aurait tardé de 24 heures à en appeler à la garde nationale. C'est lui, en passant, qui a appelé la garde nationale. M. Trump dit que c'est lui. C'est juste pas vrai. Je veux dire, les faits sont là. Mais on lui a reproché d'avoir un peu tardé. Et faut dire, pour M. Walz, qu'il est un peu évasif sur la question. Il semble qu'entre le maire de la ville et le gouverneur, il y a eu un sérieux problème de communication. Et quand on a des événements et des soulèvements aussi dramatiques, faut faire preuve de plus de transparence que ça. Mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont pour attaquer Tim Walz. Sinon, c'est quelqu'un qui n'a pas de squelette dans le placard. C'est quelqu'un qui a toujours été fidèle à lui-même. Et c'est quelqu'un qui, au Minnesota, est justement habitué. Pour être élu au Minnesota et obtenir un deuxième mandat, il faut être capable de négocier avec les républicains ou de faire appel aux républicains. On ne peut pas miser que sur les seuls démocrates. C'est exactement la situation dans laquelle se retrouve Kamala Harris présentement. Il faut que j'aille au-delà des purs et durs démocrates, là, même les plus modérés. Il faut aller chercher des indécis, des indépendants et pourquoi pas des républicains déçus. Tim Walz le fait au Minnesota. Donc, bonne chance pour les républicains. C'était de bonne guerre que de tenter de discréditer le candidat. Moi, je pense que Kamala Harris a fait un choix. Elle risque un peu la Pennsylvanie. C'est le côté audace là-dedans. Sinon, je pense qu'elle est allée chercher un bon candidat et un bon compagnon de route. Ouais, dans tous les cas, Shapiro va pas arrêter de faire campagne avec eux, fait que ça peut continuer. Attendez-vous à le voir et à l'entendre beaucoup, Shapiro, d'ici au 5 novembre. Voilà, donc ça pourrait peut-être jouer en leur faveur pour ce qui est de la Pennsylvanie. Ouais. Hey, rapidement, avant qu'on se quitte, mon cher Luc, parce que là, on parle de passer le flambeau, de changer de génération du côté des démocrates, de laisser les croutons comme Joe Biden, je te disais de le dire comme ça, puis de passer à du monde plus jeune. On a un petit aperçu de qui pourrait se retrouver où là, au sein d'un gouvernement Harris. Et t'as même une bonne nouvelle pour moi. Mon Pete Buttigieg préféré national qui pourrait encore garder son poste. Voilà, écoute, on est loin du compte, on est dans les spéculations, mais en même temps, je disais, Mme Harris gère beaucoup de choses en peu de temps. Là. Se trouver un candidat en 18 jours, parce que c'est à peu près ça le délai depuis que Biden a annoncé son départ. Donc, elle a beaucoup de choses à gérer, chercher un candidat, mais en même temps, on effectue, on y va de coups de sonde ou d'approche pour un cabinet. On voulait du changement au sein du Parti démocrate et je suis un de ceux qui, sans dénigrer la génération des octogénaires ou des septuagénaires, disait, ben oui, il en faut d'expérience, mais faut que le parti se régénère, faut qu'il y ait un vent nouveau. Dans un éventuel cabinet Harris, le seul qui survit, comme tu viens de le mentionner, c'est Pete Buttigieg. Et stratégiquement, si ça s'avère, si c'est ce qui se produit, ce serait très bon pour la carrière de Pete Buttigieg. Il ne serait plus au transport, on n'aurait que des nouvelles personnes, sauf peut-être Eric Holder à la justice qui a servi sous Barack Obama. Donc, on enverrait Pete Buttigieg comme ambassadeur à l'ONU. Et ça, c'est encore je pense qu'il gagne en expérience très rapidement. Mine de rien, il est encore très jeune, Pete Buttigieg. Il lui manque le volet politique étrangère. Et de l'envoyer comme ambassadeur à l'ONU pour la carrière, pour le cheminement, puis pour la relève du Parti démocrate, si c'est vrai, qu'est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Donc, on irait chercher ce volet politique, diplomatie, qui est pas du tout jusqu'à maintenant dans le cheminement de Buttigieg. Oui, ça serait pas mal intéressant, comme je l'ai dit, pour une éventuelle candidature à plus haut, vice-présidence, présidence. Qui sait ce qui pourrait se passer dans le futur? Dans tous les cas, ça va être intéressant d'analyser le reste. Luc La Liberté, un gros merci. Une bonne journée, Alex.